Alors vous allez voir que sur cette chaîne, on est les premiers sur l'actu. Je vais vous partager un article d'actualité qui a la particularité d'être 100% actuel alors même qu'il date de 1951. Voilà, donc évidemment parmi vous, il y en a qui savent déjà où je veux en venir. Sur le site Snowball, où on partage dans ce club d'investisseurs des thèses d'investissement, eh bien j'en ai mis une sous forme de tutoriel qui s'appelle The Security I Like Best par Warren Buffett. Et qui est un article qu'avait écrit Warren Buffett en 1951 pour donner son avis sur un investissement dans l'entreprise Geico, où à l'époque, à 21 ans, il met 50 à 60% de son capital, 10 000 dollars je crois, uniquement dans cette entreprise. Et vous allez voir à la fin, il a fait une énorme connerie, et je vous dirai ce qu'il en est de la grosse bêtise qu'il a faite à la fin. Le but de la vidéo, évidemment, pour vous, c'est de comprendre soit comment faire une thèse d'investissement, soit quand vous en lisez une, de comprendre si les points importants ont été adressés dans ce que vous lisez pour vous forger un avis sur une entreprise. Et je vais me répéter une énième fois, parce que c'est quand même le plus important. À quoi servent ces thèses, recommandées par Buffett, écrites par Buffett, disponibles sur le site Snowball ou par ailleurs? En fait, tout ça sert à avoir des convictions sur ce que vont devenir les bénéfices futurs des entreprises, puisque la valeur intrinsèque d'une entreprise et le prix que vous décidez de payer aujourd'hui pour avoir un rendement qui vous intéresse dans le futur dépend des bénéfices futurs. Et tout le monde est capable de faire une feuille Excel pour extrapoler des bénéfices d'entreprise avec de la croissance qu'on invente en regardant le passé ou en écoutant un analyste. Tout ça, c'est de la mathématique de feuille Excel qui vous permet d'avoir un calcul qui vous donne ce que sont peut-être les bénéfices futurs, mais c'est uniquement au travers de thèses comme celle-ci que vous écrivez vous ou que vous trouvez sur Internet par ailleurs, que vous pouvez vous forger un avis, une certitude et un niveau une estimation de la qualité de votre avis sur ce que seront ces bénéfices futurs. Voilà, et a priori, ce qui fait qu'à la fin, quand vous avez beaucoup plus de certitude et beaucoup plus de qualité, vous établissez quelle est votre meilleure idée. Et cet article de Warren Buffett s'appelle littéralement ma meilleure idée, l'idée que je préfère. Voilà, donc c'est le but du jeu. Donc on y va, je vous parcours rapidement l'article et en fait on essaye de dégager les thèmes principaux. Donc les premiers paragraphes, en fait, Buffett vient vous parler du contexte des années 50 et en particulier que le marché monte, il y a des dividendes records, etc. Mais que ce n'est pas le cas dans le secteur de l'assurance automobile. Donc on est dans l'après-guerre, évidemment tout le parc productif américain a dû être mobilisé pour la guerre. Il y a peut-être quelque chose au niveau des bagnoles qui font que c'est pas Jojo à l'époque, peu importe. Ce que vous explique Buffett dans ce premier paragraphe, c'est que lui vient regarder un secteur qu'il estime délaissé par le marché. Donc est-ce qu'il y a des équivalents dans le présent? Oui, il y en avait un récemment, je crois que pendant plusieurs années, si vous vous intéressez un petit peu au sujet, il y avait des gens qui vous expliquaient, William Higgins, d'autres personnes qui parlaient des small caps, que la valeur des small caps, a priori, était plutôt délaissée vu la valeur qu'elle représentait dans leur potentiel de bénéfices du moment et futur. La valeur des small caps n'était pas du tout reconnue et ça a duré quasiment 2-3 ans, ou peut-être plus, peu importe. Et finalement, ça s'est mis à rattraper récemment. Les small caps sont un peu montés. Moi, à titre personnel, j'étais allé aussi faire des investissements en Chine. Alors là, c'était peut-être pas un marché délaissé, peut-être c'était un problème de risque. Bon, c'était mon avis, mais peu importe. Premier paragraphe, a priori, on cherche de la valeur plutôt là où il n'y a pas d'euphorie. C'est surtout ça qu'il faut retenir. Il faut essayer d'aller retourner des cailloux pour trouver des pépites d'or à un endroit où il n'y a pas tout le monde en train de retourner des cailloux. Dans les deux paragraphes suivants, Buffett va faire deux choses qui sont deux piliers de sa stratégie.
Le premier, c'est qu'il va nous parler de la nature même du business de l'assurance. Ça, c'est son pilier cercle de compétences. Vous devez comprendre ce que vous comprenez des business et comprendre où est la limite au-delà de laquelle vous ne devez pas vous engager sur des business que vous ne comprenez pas. Et au sein de ce business qu'il comprend, il vient vous expliquer pourquoi il choisit une entreprise en particulier. Donc pour vous expliquer ce que c'est ce fameux cercle de compétences, excusez-moi, je bois un coup. Donc ce fameux cercle de compétences dont vous avez peut-être déjà entendu parler si vous suivez un petit peu Warren Buffett, là il vous donne en un paragraphe ce que lui estime être son cercle de compétences concernant l'assurance. Sachant que l'assurance est un des piliers de Berkshire Hathaway avec lequel Buffett a constitué une montagne de cash qui lui a permis de racheter des entreprises et d'investir. Donc vous voyez que il ne s'étend pas sur 14 pages de bouquins ou de quoi que ce soit pour expliquer ce qu'il comprend du business de l'assurance. Vous allez voir, c'est très sympa. La nature du secteur a pour effet d'atténuer les à-coups cycliques. Donc il n'y a pas de cycle dans l'assurance. Pourquoi? Parce qu'évidemment, l'assurance automobile est perçue comme une nécessité. C'est même obligatoire de nos jours. Les contrats doivent être renouvelés chaque année. Et le secteur bénéficie aussi d'autres avantages que sont l'absence de problèmes de gestion de stock, de recouvrement ou de main-d'œuvre, voilà, et qu'il n'y a pas non plus d'approvisionnement en matières premières, vous n'avez pas de dépendance à quoi que ce soit. Et probablement le plus important, il n'y a pas de risque d'obsolescence du produit, l'assurance en elle-même, ni de son outil de production. Donc là, voilà, dans ce paragraphe, Buffett vous a balancé en quelques phrases une dizaine de caractéristiques qui sont celles du secteur de l'assurance et qui sont des points positifs pour lui. Alors pourquoi ces points sont positifs? Parce que surtout, comme le dirait Charlie Munger, avant d'aller quelque part parce que vous choisissez quelque chose que vous considérez être bien, commencez par éliminer de votre liste tout ce que vous considérez être un danger pour vous. Donc c'est le principe de l'inversion. Donc en fait, sur tous les points qu'a cité Buffett, si vous imaginez ce que pourrait être l'alternative, systématiquement sur un simple jeu de tu préfères, c'est ce que Buffett a mis en avant qui est plus intéressant que l'alternative. Il est évident que vous préférez des produits à revenus récurrents plutôt que l'alternative où il faut toujours aller chercher un nouveau client. Il est évident que vous préférez un produit comme l'assurance qui est immortel et qui ne sera pas disrupté par rapport à, j'en sais rien, moi, Sony qui vend la PlayStation 5, qui sera obsolète dans 2 ans, si elle ne l'est pas déjà aujourd'hui. Voilà, donc il y a des produits, si vous investissez dans le jouet, le jouet va être sur étagère pendant 2 ans, 3 ans, 5 ans, et puis après la mode est passée. Et le fabricant de jouets doit proposer un nouveau jouet pour remplacer l'ancien sur l'étagère. Et potentiellement, ce sera un concurrent qui aura plus de réussite que lui à ce moment-là pour venir occuper la place sur les étagères des grandes surfaces. Donc voilà, très simple de comprendre pourquoi Buffett trouve que l'assurance est un business intrinsèquement ultra intéressant. Donc en listant tout ça, à nouveau on en revient à notre histoire de bénéfices futurs. Vous vous enlevez énormément d'épines du pied quant à cette histoire de bénéfices futurs, de leur fragilité, de leur certitude et de leur qualité. Au plus vous avez de ce genre de points positifs, au plus vous avez de certitude et de qualité que vous pouvez attribuer à vos bénéfices futurs. Mais évidemment, ça, c'est pas suffisant, c'est juste le secteur. Ce que fait Warren Buffett en étape supplémentaire systématiquement depuis qu'il a 21 ans, donc ça fait quasiment 75 ans qu'il fait ça. Il vient repérer une entreprise en particulier dans ce secteur pour laquelle il estime qu'elle a un avantage comparatif, un avantage compétitif, un moat, c'est-à-dire un rempart concurrentiel qui fait qu'il pense que cette entreprise en particulier fait des profits qui seront protégés des attaques de la concurrence. Et là, voilà, je vais lire rapidement en diagonale pour que vous compreniez pourquoi Buffett a fait le choix de Geico. Donc Geico, c'est Government Employee Insurance Corporation. À l'époque, ça a déjà 20 ans d'ancienneté.
Et la clientèle ciblée, eh bien, c'est des fonctionnaires, des militaires, des officiers de police à la retraite, des enseignants d'université, blablabla. Bla, 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 bla. Bref, vous avez compris, ces gens-là ont construit une assurance et ont décidé de la vendre à des gens qu'ils pensaient être recommandables et qui n'abuseraient pas et ne seraient pas, entre guillemets, dangereux, auraient moins d'accidents, etc., etc. Donc le premier pilier de Geico, c'est de cibler une clientèle qu'ils estiment, eux, être beaucoup plus sûre que le premier venu qui souhaite assurer sa voiture. Mais regardez la suite, qui est quand même très intéressante. Geico n'a ni agent ni bureau de représentation et les titulaires de police d'assurance bénéficient donc de contrats standards d'assurance automobile. Donc standard, c'est à comprendre équivalent à ce que propose la concurrence, mais à des tarifs réduits pouvant aller jusqu'à 30% en dessous des barèmes habituels. Donc l'avantage principal de Geico, c'est l'avantage compétitif du coût. Geico fait en sorte que les clients viennent chez eux parce qu'ils sont 30% moins chers que la concurrence pour un service équivalent. Comment ont-ils fait ça? Avec zéro coût opérationnel investi dans les intermédiaires que sont les agents généraux d'assurance. Donc Geico a fait ça depuis les années 60 et pourtant vous voyez tout autour de vous, il y a toujours autant d'assurances qui fonctionnent avec les agents généraux. Donc comme quoi, il y a peut-être encore des places à prendre partout dans le monde sur ce concept-là. Donc là, on vient de voir quand même les deux points les plus importants de Warren Buffett, que sont le cercle de compétences et la reconnaissance d'un avantage compétitif extrêmement précis pour une entreprise particulière dans un secteur qu'il comprend. L'avantage ici étant le coût et la clientèle ciblée qui est de meilleure qualité que ce que pourrait être celle de n'importe quelle compagnie d'assurance. Et le point suivant que va couvrir Buffett est un point fondamental que très peu de gens couvrent. Moi, je le vois très très rarement couvert, alors que j'estime que dans ce club de partage d'idées, il est quand même relativement bien adressé. C'est le concept du marché total adressable. Parce que ce que tout le monde fait quand on a des éléments de croissance qui sont connus, donc là, comme le rappelle Buffett, il nous dit quelle a été la croissance du nombre d'assurés et de primes souscrites chez Geico entre 36 et 50 sur 15 ans. Le point suivant, c'est qu'il va venir établir ce qu'il pense être la capacité de croissance future. Parce que qu'est-ce qui vous dit que la croissance va continuer? Eh bien, il faut essayer d'avoir un état des lieux de la pénétration du marché. Donc là, Buffett nous dit, regardez, avant 1950, la date de l'époque, la société n'était agréée que dans 15 des 50 juridictions américaines. Et en plus, au début de cette même année, on ne compte que 3000 assurés dans l'État de New York, où une économie de 25% sur une facture d'assurance, que permet d'avoir Geico, sur une facture d'assurance à New York qui est de 125 $, est beaucoup plus significative pour les clients potentiels qu'une économie de 25% sur un tarif de 50 $ dans une région moins peuplée. Donc là, ce que vient vous dire Buffett, c'est que il y a une pénétration possible de Geico aux États-Unis, parce que pour l'instant, ils sont que sur un tiers des États. Donc il y a encore 2 tiers des États des États-Unis à conquérir. Et en plus, à l'intérieur même des États où Geico est déjà présent, il prend l'exemple de New York où il pense que le potentiel même est énorme. Donc vous faites au moins 3 fois le marché des États sur lesquels est présent Geico en ce moment, et vous faites encore un multiple en ayant plus de pénétration de vos contrats d'assurance dans chacun des marchés où vous êtes déjà présent, où vous avez un boulevard devant vous. Donc là, ce que vous dit Buffett, c'est regardez la croissance passée, c'est bien, c'est ce qu'il a établi là, mais avoir un avis sur la croissance des bénéfices futurs, c'est avoir un avis concret sur le marché disponible. Donc la seule chose qui manque dans l'avis partagé par Buffett à ce moment-là, c'est quel est son avis sur le marché total final. Parce que là, il nous dit, voilà, ça peut progresser. Le boulevard est devant nous, c'est clair. Il y a beaucoup à conquérir. Mais il ne fait pas l'effort de dire, et je pense que la conquête se terminera en 1980,
avec 80 millions de polices d'assurance souscrites et 14 millions de clients. Voilà, il n'est pas allé jusqu'à à essayer de projeter le nombre total d'assurés potentiels et en combien de temps Geico pourrait le faire. Donc il manque cette partie-là qui, plus tard, il le fera avec Coca-Cola. Il avait théorisé avec quasiment 40 ans d'avance ce que serait Coca-Cola aujourd'hui, avec pas mal de justesse. On le traitera peut-être dans une autre vidéo si ça vous intéresse. Vous me le demandez dans les commentaires, on fera peut-être le Coca-Cola de Warren Buffett. Et dans tous les cas, vous demandez ce que vous souhaitez dans les commentaires. On est beaucoup plus sur une chaîne en interaction directe que la chaîne principale. Donc n'hésitez pas si vous voulez qu'on aborde certains sujets. Donc voilà, secteur sous-évalué, cercle de compétences, avantages concurrentiels spécifiques d'une entreprise, boulevard de croissance devant soi, marché total adressable. Et ensuite, voilà, il vient quand même nous expliquer ce que c'est Geico. Parce que même si Geico est moins cher, maintenant il faut essayer de comprendre si Geico gagne de l'argent. Et malgré tout ce qu'on vient de couvrir, où on se dit déjà Geico est un business formidable, le prochain paragraphe commence par « mais l'atout majeur de Geico ». Donc on avait déjà l'impression qu'on avait trouvé une pépite, et il nous dit « attention, elle en a encore sous la pédale, cette histoire ». Donc là, il nous explique que la marge bénéficiaire de Geico, qui est 30% moins cher que ses concurrents, regardez bien ça, le ratio de bénéfice de souscription sur prime encaissée, donc vraiment le bénéfice remboursement des dommages d'assurance compris, est à 27% en 1949 pour Geico. Donc ces gens-là sont 30% moins chers que la concurrence, et avec ce qu'ils encaissent, ils ont quasiment 30% de marge en 49, et il nous dit après que la marge en 50 est tombée à 18%. Alors qu'en face, regardez ça, c'est quand même complètement fou, contre seulement 3,7% de marge bénéficiaire pour les 135 compagnies d'assurance de dommages cotées. Donc cette entreprise Geico, qui était une espèce des trois Suisses ou de la Redoute, enfin une espèce d'application iPhone sans intermédiaire, alors même qu'il n'y avait pas de réseau internet, qui avait coupé toutes les branches intermédiaires, elle a réussi quand même la prouesse d'avoir un avantage coût et une marge bénéficiaire complètement folle par rapport à ce que faisait la concurrence. Donc oui, c'est clair que à l'époque, Buffett devait considérer que c'était une pépite. Comme je vous dis, il a fait une énorme erreur que je vous dirai juste dans 2 minutes. Donc après, voilà, il faut quand même savoir que Buffett a fini par être un des assureurs principaux des États-Unis, et dans ses lettres aux actionnaires, il a répété tous les ans, pendant des années, qu'il ne fallait jamais faire l'erreur dans l'assurance de souscrire et de proposer des contrats à des clients au rabais, que c'était fondamental d'avoir une marge bénéficiaire dès la souscription du contrat d'assurance, que sinon en fait c'était un business qui n'avait aucun intérêt. Et en fait c'est ça le gros souci de l'assurance, c'est que dans la plupart des cas, parce que là vous étiez peut-être en train de vous dire l'assurance est un business formidable, eh bien non, Geico était une entreprise formidable dans le secteur de l'assurance, mais en fait la plupart des business d'assurance ne font pas assez de marge sur leurs primes assurantielles et se contentent d'encaisser ces primes, de reverser les compensations pour les dommages, et entre-temps de se servir de ce qu'on appelle le float, c'est-à-dire l'argent encaissé retenu avant de payer pour les dommages d'assurance avec un décalage dans le temps. Les sociétés d'assurance placent ça sur les marchés à un taux de rendement le plus sûr possible, et c'est ça la manière dont ils font de la marge. Mais sans ça, voilà, l'assurance est un business relativement sûr, stable, avec tous les avantages qu'on vient de décrire, mais qui en général gagne pas tant d'argent que ça. Alors les 2 points suivants de la méthode Buffett, ils sont extrêmement simples. Vous avez un commentaire sur le management et ensuite vous avez une valorisation. Donc son commentaire sur le management, voilà. Le petit secret à l'époque de Warren Buffett, c'est que le président du conseil d'administration de Geico
est un certain Benjamin Graham. Voilà, donc c'est pour ceux qui sont quand même un peu familiers avec la valeur et l'investissement. Tout le monde sait qui est Benjamin Graham. C'est évidemment l'auteur de L'investisseur intelligent. Et il était par ailleurs professeur à Columbia University et à l'époque professeur de Warren Buffett. Donc voilà, le petit secret de Buffett lorsqu'il écrit cet article, c'est qu'évidemment il n'a apparemment pas eu l'idée par lui-même, même s'il la comprend à 100% et qu'il est évidemment décrit par Graham à l'époque comme étant son élève le plus brillant. Bon ben là voilà, il vous recommande en fait l'entreprise de la personne qu'il admire à l'époque, qui est son mentor, Benjamin Graham. Après, il fait le taf, voilà, il vous explique quand même que ces gens-là, Benjamin Graham et les autres membres du conseil d'administration, détiennent 30% des actions de Geico et qu'ils ont évidemment leur intérêt aligné. Donc en ce qui concerne l'alignement des intérêts, je crois qu'on retrouve un petit peu plus haut quelques commentaires de Buffett sur cet aspect-là. Regardez. Donc il nous dit, voilà, avec l'avantage tarifaire de Geico, ce sera très efficace pour attirer les clients au détriment du beau-frère qui vend des assurances. Et de plus, l'avantage de Geico, c'est que dans cette société, il n'y a aucune pression de la part d'agents pour accepter des clients douteux ou renouveler des contrats à un risque élevé. Donc dans la méthodologie Buffett, l'alignement des intérêts n'est jamais uniquement que sur le top management et les actionnaires, ça en fait systématiquement partie, mais lui et Charlie Munger, ils essayent quand même de repérer si dans la manière dont le business fonctionne, s'il y a un échelon qui a un intérêt non aligné, comme le note ici Buffett, avec potentiellement à l'époque, je ne sais pas ce qu'il en est maintenant dans la manière dont les assureurs s'organisent, mais à l'époque, voilà, il estimait que l'agent d'assurance n'avait pas forcément son intérêt immédiat, lui qui était d'encaisser une prime, aligné avec la maison mère qui, elle, devait assumer derrière les clients douteux et compagnie. Donc voilà, ça c'est aussi fondamental à retenir. C'est le concept de l'incentive chez Charlie Munger, où il s'interroge en permanence, savoir si l'intérêt de toutes les parties, à l'intérieur même du business, sont toutes dans la direction, tirent toutes dans la même direction. Voilà, et on en arrive à la valorisation, et vous allez voir, c'est quand même assez incroyable, puisque Buffett, en fait, voilà, il ne va pas faire un calcul compliqué de 14 chiffres après la virgule, il ne va pas faire un calcul sur feuille Excel, etc., etc., alors même que cet investissement est un des piliers de son conglomérat, qui est l'un des plus gros qui a jamais été construit aux États-Unis. Regardez comment lui tire des conclusions sur la valeur. Il ne va même pas calculer de valeur intrinsèque. Regardez ça. Donc il nous dit les bénéfices de 1950 sont à 3,92 contre 4,71 en 1949. En fait, blablabla, là sur 2-3 phrases, il va nous expliquer que les bénéfices sont plutôt en déclin, mais que selon lui, avec la prise en compte des vagues récentes de souscription, ça devrait remonter en 1952. La conclusion étant, voilà, à son cours actuel, équivalent à environ 8 fois les bénéfices de 1950, qu'il vient simplement noter comme étant des bénéfices d'une année médiocre, le marché ne semble pas reconnaître du tout le formidable potentiel de croissance de l'entreprise. Donc là, voilà, il ne s'embête même pas à faire un calcul de valeur intrinsèque. Il vient simplement noter ce qu'il a de gratuit s'il achète Geico. Et ce qu'il a de gratuit s'il achète Geico, c'est ce formidable business qu'il nous a décrit et sa croissance incroyable, ce boulevard de croissance qu'il a devant lui. L'anecdote étant que Warren Buffett a mis 10 000 $ en 1951 dans Geico. 10 000 $ en 1951, c'est probablement un quart d'un appartement à Manhattan.
puisque je crois que à l'époque les loyers à Manhattan entre 50 et 55, un appart à Manhattan se loue 50 $. Aujourd'hui c'est 5000, donc c'est x 100. Donc il y a une version de l'inflation où les 10 000 $ de Warren Buffett valent 1 million d'aujourd'hui. Sur certains aspects, ils les valent. Sur d'autres aspects, ils sont équivalents à 250 000 $ d'aujourd'hui. Et il met tapis sur Geico. Il met tapis parce que ce qui est gratuit pour lui, c'est la croissance future. Et l'anecdote voudra qu'il a revendu ses actions seulement un an après. Après, je crois, quelques 20 ou 30% de bénéfices, peu importe, un bon bénéfice, mais ridicule. Il expliquera pendant des années qu'il n'aurait jamais dû revendre Geico à cette époque-là, parce qu'en fait, il l'avait acheté pour la croissance et il aurait eu un effet d'intérêt composé supérieur à ce qu'il avait fait entre-temps en ayant retiré son argent. Donc il avait eu un gros manque à gagner, le coût de l'opportunité, après avoir pris sa décision. C'est que plus tard qu'il offrira une proposition de rachat complète et totale sur Geico, je ne sais plus en quelle année, mais peu importe. Donc voilà, ce genre de thèse, c'est ce que font les super investisseurs pour se forger un avis sur leur certitude et la qualité estimée des entreprises dans laquelle ils investissent. Ce genre de thèse, eh bien, vous en retrouvez une bonne quarantaine ou cinquantaine disponibles sur le site Snowball, ce club d'investisseurs où on est désormais, si je ne dis pas de bêtises, 135. Donc en un mois, c'est pas mal du tout. La croissance a aussi un boulevard. Évidemment, je vous rappelle quand même que les thèses d'investissement, c'est bien, mais le concept principal de celle-ci, c'est qu'elle s'appelle The Security I Like Best. Donc ça, c'est quand même la conclusion. Warren Buffett, à la fin, a fait ce genre de thèse d'investissement et a essayé d'avoir des grandes idées dans ceux qu'il a choisi d'investir. Il a toute sa vie fonctionné avec un classement de sa meilleure idée à sa moins bonne idée. Quand vous êtes sur le site Snowball, vous avez ce genre de thèse qui vous est proposé. Le but du jeu, c'est que vous les ajoutiez à votre liste de manière à ce qu'elles apparaissent dans cette liste. Et ensuite, vous pouvez justement faire une analyse par checklist de votre compréhension de ces actions au regard des critères de Buffett, ce qui vous donnera des résultats en termes de certitude et de qualité en fonction de vos réponses, ce qui vous permet de classer ces actions à partir de celles où vous êtes le plus certain jusqu'à celles où vous êtes le moins certain. Voilà à quoi sert ce site. J'espère que vous avez passé un moment agréable et pas trop long. Voilà, c'était un petit tutoriel sur les thèses d'investissement et les points clés à regarder selon Warren Buffett. J'espère que ça vous a plu. Mettez-moi en commentaire ce que vous voulez qu'on traite par la suite. Évidemment, si vous pouvez vous abonner pour essayer de m'aider à passer la barre des 1000 abonnés, ce qui permettra de monétiser cette chaîne, ça serait vraiment très sympa de votre part. Et je vous souhaite à tous une excellente fin de semaine. À très bientôt.